Bonjour et bienvenue dans le compromis. Dans ce 9e épisode du Lexique, nous allons parler de la société civile immobilière. Nous verrons ensemble pourquoi ce moyen juridique est considéré comme la meilleure solution pour détenir un bien à plusieurs. En France, il existe deux moyens juridiques de détenir un patrimoine immobilier à plusieurs. Le premier s'appelle l'indivision, et son principe est très simple. Chaque acquéreur devient propriétaire du bien au prorata de sa contribution financière. Avec l'indivision, toute décision en rapport avec la gestion d'un bien doit être validée par au moins les 2/3 des indivisaires. Donc afin d'éviter les situations de blocage, il est primordial que tous les indivisaires partagent la même vision concernant la gestion du patrimoine commun. C'est la raison pour laquelle ce régime est souvent privilégié par les couples mariés ou pacsés, car dans la majorité des cas, le bien en indivision est la résidence principale du couple. Donc si des travaux de rénovation sont nécessaires, une simple concertation entre conjoints permettra de faire avancer le projet. En revanche, quand des indivisaires ne partagent pas la même vision, cela peut devenir très problématique. Par exemple, si deux frères et sœurs héritent en indivision de la maison familiale, que l'un souhaite la rénover pour l'utiliser comme maison de vacances et que l'autre s'y oppose car il désire la louer en l'état, les deux indivisaires se retrouveront alors dans une situation de blocage, ce qui résultera souvent par l'abandon ou la vente du bien. C'est pourquoi, pour les membres d'une même famille et des personnes sans aucun lien de parenté, il est souvent préférable de privilégier la SCI. Car nous allons le voir dans cet exemple, cette structure juridique est bien plus souple et sécurisante que l'indivision. Imaginons donc qu'un couple vivant en union libre ait chacun eu des enfants de leur précédent mariage. Maintenant, supposons que quelques années après avoir acheté ensemble une maison en indivision, l'un des deux concubins décède. Dans ce cas précis, comme aux yeux de la loi les deux concubins n'ont aucun lien d'alliance ou de parenté, c'est donc le fils qui héritera seul de la part d'indivision de son père. Et si cet enfant ne souhaite pas garder le bien, il pourra revendre sa part d'indivision à la concubine de son père. En revanche, si elle ne peut pas racheter cette part et que le fils souhaite malgré tout s'en séparer, elle sera obligée de revendre sa maison. Car selon le Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Voyons maintenant en quoi la création d'une SCI aurait pu changer les choses. Si avant que le concubin ne décède, une SCI avait été créée, son fils aurait non pas hérité d'une part d'indivision, mais de part de SCI. Et comme c'est la société civile qui se porte acquéreur du bien et non les personnes physiques qui la composent, cela veut dire que l'héritier n'aurait pas pu revendre le bien lui-même, mais qu'il aurait dû revendre ses parts de SCI. Donc si la concubine ne peut racheter les parts du fils, ce dernier pourra les vendre à n'importe quel autre investisseur. Et s'il ne trouve personne pour les racheter, la situation restera inchangée et la maison sera conservée. Maintenant, imaginons que le père possédait 70% des parts de la SCI et que sa concubine avait les 30% restants. On pourrait se dire qu'en héritant de 70% des parts, le fils aura un plus grand pouvoir de décision et que par conséquent, il pourra décider de mettre en vente la maison via la SCI afin de récupérer l'argent de la vente. En réalité, il n'en est rien. Car au moment de la création de la SCI, un certain nombre de documents doivent être rédigés dont les statuts de la société. Ces statuts permettent entre autres de nommer un gérant et de lui octroyer plus ou moins de pouvoir. En règle générale, le gérant a la main sur la gestion courante, comme l'établissement des baux locatifs, l'encaissement des loyers, la comptabilité, et dans certains cas, les pouvoirs du gérant peuvent aller beaucoup plus loin. Par exemple, si les statuts le stipulent, le gérant pourra vendre ou hypothéquer les biens de la SCI, en acheter de nouveaux ou encore contracter des emprunts au nom de la SCI. Donc pour reprendre notre exemple, si la répartition des pouvoirs a bien été anticipée et notifiée dans les statuts, la concubine pourra donc s'opposer à la vente du bien et continuer à habiter tranquillement dans sa maison. Vous l'aurez compris, le premier avantage de la SCI est donc d'ordre patrimonial, car elle permet d'éviter les problèmes de l'indivision et de préserver le patrimoine commun. Le deuxième avantage de la SCI porte sur la succession, car elle permet de transmettre son patrimoine plus facilement et à moindre coût. En effet, comme la SCI n'est pas un bien immobilier, la donation de parts sociales ne donne pas lieu aux frais de notaire comme c'est le cas pour l'indivision. D'autre part, comme il est compliqué de trouver un acheteur pour des parts de SCI, l'administration autorise une décote de 10 à 20% sur les parts de SCI. Cela permet donc de réduire les frais de succession au moment de la transmission. Troisièmement, les droits de donation sont calculés sur la base de l'actif net de la SCI. Donc si un emprunt a été contracté pour l'achat d'un bien, on viendra soustraire le montant de ce crédit à la valeur du bien. Les droits de donation seront alors calculés sur une somme plus faible, ce qui aura pour effet de réduire significativement le montant de la taxe. Quatrièmement, contrairement à l'indivision, grâce aux parts de la SCI, il est possible de répartir avec précision un patrimoine entre plusieurs héritiers. Et enfin, cinquièmement, en gardant la gérance de la SCI,
vous pourrez transmettre votre patrimoine à vos enfants tout en gardant le contrôle. Le troisième avantage de la SCI est d'ordre fiscal, car vous pourrez choisir entre deux régimes d'imposition, impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, qui pourront être plus ou moins avantageux en fonction de votre situation. Nous ne rentrerons pas dans les détails de ces deux régimes, car il nous faudrait un épisode entier pour vous en expliquer toutes les subtilités. Donc si vous désirez aller plus loin, nous vous invitons à lire l'article consacré à ce sujet que vous pourrez trouver en description de cette vidéo. Le quatrième avantage de la SCI est qu'elle permet de faciliter l'obtention des crédits immobiliers pour les personnes dont la capacité financière n'est pas suffisante. Par exemple, pour un jeune actif désirant acheter un bien mais n'ayant pas de gros revenus, si ses parents désirent l'aider, ils pourront créer une SCI avec leur fils, ce qui leur permettra de se porter garant pour le prêt. Une fois le crédit obtenu, les parents pourront alors revendre leur part à leur fils, ce qui lui permettra de devenir seul propriétaire de son bien. Et enfin, le cinquième avantage d'une SCI est qu'elle vous permettra de récupérer des liquidités en rachetant les biens que vous possédez en nom propre. Donc, moyennant des frais d'acquisition, vous pourrez emprunter via votre SCI et récupérer l'argent de la vente, ce qui vous permettra de générer de la trésorerie tout en gardant vos biens. Voyons maintenant quels sont les inconvénients de la SCI. D'une part, il y a le coût de création et de fonctionnement, car pour réaliser toutes les démarches liées à la mise en place de la société, il faudra compter entre 500 et 2000 €. Vous devrez aussi anticiper les frais récurrents, comme les différentes assurances, les frais de compte bancaire et les honoraires de votre expert comptable. D'autre part, comme son nom l'indique, la SCI est une société civile. Vous ne pourrez donc pas exercer d'activités commerciales comme l'achat-revente ou la location meublée. En revanche, l'administration tolère que 10% des revenus de la SCI proviennent d'une activité commerciale. Et enfin, troisièmement, les démarches administratives et comptables sont assez contraignantes, car chaque année, vous devrez faire une assemblée générale, tenir une comptabilité irréprochable et transmettre tous ces documents au greffe du tribunal de commerce. Le coût et le temps que vous devrez consacrer à la gestion d'une SCI n'est donc pas négligeable. Par conséquent, il est important de bien se poser la question quant à l'utilité de la mise en place d'une telle structure. Dans le prochain épisode du Lexique, nous parlerons de la location courte durée. En attendant, vous pouvez faire un tour sur notre page Tipeee pour soutenir la chaîne et sur notre site lecompromis.imo pour retrouver tous les épisodes et être mis en relation avec nos experts. À très bientôt sur Le Compromis.